Je suis assis dans mon camion, devant le palais de justice, les papiers du divorce encore chauds dans mes mains, regardant la vidéo une dernière fois, avant de la supprimer pour toujours. L'écran montre deux personnes qui se croyaient invisibles, enlacées l'une contre l'autre, dans la fausse intimité de vitres teintées. Mon pouce survole le bouton de suppression, mais je ne peux pas encore le faire. Pas avant d'avoir raconté cette histoire. Pas avant d'avoir expliqué comment un homme qui avait bâti sa vie sur la confiance, a décidé de tout raser jusqu'aux fondations. Il y a 3 mois, j'aurais juré sur la tombe de mon père que Claire et moi, nous étions solides. 15 ans ensemble, 12 de mariage, gravissant les échelons depuis un premier appartement jusqu'à une maison coloniale de 4 chambres à Westfield. Je gérais des chantiers de construction. Elle grimpait dans la hiérarchie chez Morrison Marketing. Nous étions le couple que nos amis enviaient, ou du moins, c'est ce que je croyais. Les changements ont commencé discrètement. Un parfum de créateur qui me faisait éternuer, quelque chose de français et de cher pour lequel elle n'avait jamais montré d'intérêt auparavant. Les filles du bureau le portent toutes, dit-elle, se détournant lorsque je me penchais pour embrasser son cou. Ça aurait dû être mon premier avertissement. Claire n'en avait jamais rien eu à faire de rivaliser avec les filles du bureau. Puis sont venues les habitudes avec son téléphone. Avant, nous laissions nos téléphones n'importe où. Sur le comptoir de la cuisine, la table basse, oubliée dans le jean de la veille. Maintenant, le sien vivait face cachée, toujours à portée de main. Pendant le dîner, elle le retournait pour vérifier ses messages, inclinant l'écran comme si elle protégeait des secrets d'État. Quand je lui demandais qui n'arrêtait pas d'envoyer des textos, elle faisait un vague geste de la main. Juste le travail, répondait-elle d'un ton sec. Eric a besoin de la mise à jour des projections trimestrielles. Eric Dalton, son patron, l'homme qui était assis à notre dîner d'anniversaire il y a 6 mois, levant son verre de vin pour porter un toast. L'employé la plus dévouée que j'ai jamais eu le plaisir de diriger. Sa femme, Eleanor, était là aussi, silencieuse et élégante, son sourire n'atteignant jamais vraiment ses yeux. Je me souviens avoir pensé qu'il semblait distant, s'adressant à peine la parole. Maintenant, je me demande si Eleanor savait déjà ce que j'étais trop aveugle pour voir. Les nuits tardives ont commencé en février. Grosse présentation client, annonçait Claire en rassemblant son sac d'ordinateur à 20h. Ne m'attends pas. Elle rentrait avec une odeur étrange. Pas le parfum d'un autre homme. Elle était trop intelligente pour ça. Mais l'odeur de son propre parfum était différente, réappliquée à la hâte, mélangée à quelque chose d'antiseptique, comme du savon d'hôtel. J'ai trouvé un reçu pour de la lingerie La Perla dans sa voiture. $200 pour quelque chose que je n'avais jamais vu. Quand je l'ai mentionné nonchalamment, prudemment, elle a ri. C'était pour le cadeau d'enterrement de vie de jeune fille de Sharon, dit-elle avec une aisance bien rodée. Tu sais comme ces trucs coûtent cher. Sauf que l'enterrement de vie de jeune fille de Sharon avait eu lieu il y a 3 mois, et ce reçu était daté de mardi dernier. Chaque mariage a ses moments difficiles. C'est ce que je me disais quand elle a commencé à prendre sa douche dès son retour à la maison. Quand elle a commencé à dormir dans des t-shirts trop grands au lieu des nuisettes en soie que je lui avais achetées. Quand elle sursautait si je la touchais à l'improviste. La construction vous apprend à reconnaître les problèmes structurels avant l'effondrement. Une fissure ici, un décalage là, et soudain, vous faites face à une défaillance catastrophique. Le vendredi où tout a basculé. Elle se tenait dans notre cuisine, chargeant le lave-vaisselle avec une efficacité calculée, sa voix ayant cette qualité répétée que j'avais appris à reconnaître. Je vais faire du shopping avec les filles cet après-midi, annonça-t-elle. Musique, on ira probablement dîner après. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Quelle fille, demandai-je sans lever les yeux des permis que j'examinais. Oh, tu sais, Lisa, Karen de la compta. Elle marqua une pause délibérée. Peut-être Sandra si elle trouve une babysitter. Ce qu'il y a avec les mensonges, c'est qu'ils contiennent souvent des détails inutiles. Claire n'avait jamais mentionné que Sandra avait besoin d'une babysitter auparavant. Les enfants de Sandra étaient adolescents. Je l'ai embrassée pour lui dire au revoir à midi, goûtant un rouge à lèvres qui semblait trop soigneusement appliqué pour une virée shopping dans un centre commercial. Je l'ai regardé vérifier son reflet 2 fois dans le miroir du couloir. J'ai remarqué qu'elle portait la robe noire qui épousait ses formes, celle qu'elle gardait autrefois pour nos soirées en amoureux. Amuse-toi bien, ai-je dit. Toi aussi, répondit-elle, déjà à moitié dehors.
Ne travaille pas trop dur. J'ai attendu 15 minutes avant de la suivre. Non pas parce que je l'avais prévu, non pas parce que j'étais un mari paranoïaque qui suivait chaque mouvement de sa femme, mais parce que ma poitrine était serrée, comme si j'étais sur le point de tomber d'un échafaudage, et 30 ans dans le bâtiment m'avaient appris à faire confiance à ce sentiment. Mes mains étaient stables quand j'ai démarré le camion. Ce n'était pas noble. Ce n'était pas justifié. C'était juste quelque chose que je ne pouvais pas m'empêcher de faire. Comme regarder une boule de démolition se balancer vers un bâtiment que j'avais passé des années à construire. J'avais besoin de savoir. Le poids de l'ignorance m'écrasait lentement, appuyant sur ma poitrine jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Alors, j'ai suivi ma femme jusqu'au centre commercial, me disant que j'étais fou, me disant que je rirais de cette paranoïa plus tard. Je n'allais pas rire. Mon camion tournait au ralenti, 3 rangées plus loin, tandis que la Lexus argentée de Claire entrait dans le parking du centre commercial. Je l'avais suivi tant de fois dans ma tête ces dernières semaines que le faire pour de vrai ressemblait à un déjà-vu. Chaque virage qu'elle prenait, je l'avais déjà imaginé. Chaque feu rouge où je risquais de la perdre, je l'avais déjà anticipé. Je n'arrêtais pas de me dire qu'elle se garerait près de Nordstrom Rack, où elle retrouvait toujours Lisa. Elle franchirait ses portes automatiques et je resterais assis dans mon camion, me sentant comme le plus grand idiot du monde d'avoir douté d'elle. Peut-être même que je lui achèterais des fleurs sur le chemin du retour, en inventant une excuse pour la surprendre. Mais elle ne s'est pas garée près de Nordstrom. Elle a complètement dépassé l'entrée principale du centre commercial, montant jusqu'au 3e niveau du parking, où il n'y avait presque personne un vendredi après-midi. Ma poitrine se serrait à chaque virage en spirale. Personne ne se gare au niveau 3 pour faire du shopping. Le niveau 3 est l'endroit où l'on va quand on ne veut pas être vu. Je me suis garé derrière un pilier en béton, regardant sa berline passer lentement devant des places vides, comme si elle cherchait quelque chose de spécifique, ou quelqu'un. Là. Un SUV noir, un de ces Lincoln de luxe que les cadres conduisent quand ils veulent paraître prospères mais pas ostentatoires. Je connaissais cette voiture. Elle avait été dans notre allée 6 mois plus tôt, quand Eric avait déposé l'ordinateur portable de Claire qu'elle avait oublié au bureau. Mes mains agrippèrent le volant assez fort pour laisser des marques. C'était peut-être une coïncidence. Peut-être qu'Eric faisait aussi du shopping. Peut-être que sa femme avait besoin de quelque chose chez Williams-Sonoma et qu'il était un bon mari. Et Claire s'est garée à 2 places du Lincoln. Elle est restée dans sa voiture pendant 30 secondes, vérifiant son maquillage dans le rétroviseur, appliquant son rouge à lèvres avec la précision d'un chirurgien. À travers le pare-brise, je l'ai regardée prendre 3 grandes respirations, comme elle le faisait avant ses présentations importantes. Quand elle est sortie, la robe noire est légèrement remontée, et elle l'a lissée d'un mouvement expert. Ses talons résonnaient dans la structure vide, des clics confiants qui ne ressemblaient en rien à une femme retrouvant ses amis pour une séance de shopping décontractée. Elle est passée devant le Lincoln sans le regarder, mais ses doigts ont traîné le long du capot, un geste si intime qu'il m'a retourné l'estomac. Elle s'est tenue près de la barrière en béton surplombant le centre commercial, faisant semblant de consulter son téléphone, attendant. La portière du Lincoln s'est ouverte. Eric Dalton est sorti, et même à 50 mètres de distance, je pouvais voir son alliance capter la lumière de l'après-midi. Il portait un jean sombre et un polo. Le « Casual Friday » poussé à l'extrême. Rien à voir avec les costumes qu'il portait à notre dîner d'anniversaire. Il s'est approché derrière elle, et sa main s'est immédiatement posée au creux de son dos, possessive et familière. Elle s'est tournée vers lui comme une fleur trouvant le soleil, tout son corps changeant, se relâchant, s'ouvrant, devenant quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai sorti mon téléphone, les mains étonnamment stables. Le chantier m'avait appris à tout documenter. Protège tes arrières avec des preuves, disait toujours mon contremaître. La vidéo en marche, je me suis approché furtivement, utilisant les voitures garées comme couverture. Leur voix résonnait dans la caverne de béton. Tu m'as manqué, dit Claire, le souffle court, et sa voix avait une qualité que je n'avais pas entendue depuis des années. Ça fait 3 jours, rit Eric en la serrant plus fort. 3 jours de trop, répondit-elle. Ils se sont embrassés alors, et ce n'était pas le baiser désespéré de nouveaux amants. C'était un baiser rodé, confortable, sa main s'en mêlant dans ses cheveux avec l'assurance de la répétition. Elle a émis un son, doux, suppliant, qui m'a frappé comme un coup de masse en pleine poitrine. Eleanor pense que je suis à la salle de sport,
dit-il quand ils se sont séparés. Daniel pense que je fais du shopping avec les filles. Son rire était cruel, dédaigneux. Il a vraiment cru que Sandra avait besoin d'une babysitter. Tu es terrible, dit Eric, mais il souriait. Tu adores ça, ronronna TL. Je t'aime, déclara-t-il. Les mots restèrent en suspens. La réponse de Claire fut de le ramener vers le Lincoln, en tâtonnant pour trouver la poignée de la portière. Ils tombèrent sur la banquette arrière avec la maladresse d'adolescents, et j'ai continué à filmer. 30 secondes de vérité indéniable. Son alliance qui brillait, sa voix disant des choses. Mon Dieu, disant des choses que je n'avais jamais entendues, faisant des bruits qui m'étaient étrangers après 12 ans de mariage. J'ai arrêté d'enregistrer quand sa main a remonté sa robe. Il y a des choses que même la vengeance n'a pas besoin de voir. La marche vers le Lincoln a pris 10 secondes, mais a semblé durer une traversée du désert. Mes bottes de travail étaient silencieuses sur le béton. Des années à naviguer sur des chantiers m'avaient appris à me déplacer sans bruit. J'ai ouvert la portière d'un coup sec. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, commença Eric. Je l'ai tiré dehors par le col, son corps heurtant le béton avec un bruit sourd et satisfaisant. Mon poing a rencontré sa mâchoire avant qu'il ne puisse se relever. 15 ans à transporter du bois et à manier des marteaux derrière ce coup. Le craquement a résonné dans le parking. Daniel. Le cri de Claire était strident. Paniquée. Elle se dépêchait de rabaisser sa robe, son mascara coulant déjà. Daniel, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai ri, et le son était laid, même à mes propres oreilles. Vraiment? C'est ça, ta réplique? Eric essaya de se relever, le sang coulant de son nez. Écoute, mec, halta-t-il. On peut en parler. Ma botte l'a atteint aux côtes. Pas assez fort pour casser quelque chose, mais assez pour le faire tomber. Reste à terre, ai-je ordonné. Arrête. Claire était maintenant hors de la voiture, tendant la main vers moi. Tu vas le tuer. Non, dis-je en reculant. Je ne le toucherai plus. Ni toi. La sécurité courait déjà vers nous, les radios crépitant. Quelqu'un avait entendu l'agitation ou l'avait vu sur les caméras. Bien. Je voulais que des témoins me voient m'éloigner. Daniel, attends, cria Claire derrière moi, sa voix se brisant sur mon nom. S'il te plaît, il faut qu'on parle. Je peux t'expliquer. Je me suis retourné une fois. Elle se tenait là, dans cette robe noire, les cheveux en désordre, le rouge à lèvres étalé, ressemblant à une étrangère portant le visage de ma femme. J'ai tout ce dont j'ai besoin, dis-je en brandissant mon téléphone. Les gardes de sécurité ont atteint Eric en premier, l'aidant à s'asseoir. L'un d'eux s'est approché de moi, mais j'ai levé les mains. Je m'en vais, ai-je annoncé. Il peut porter plainte s'il le veut. Je serai à la maison. Le retour à mon camion fut le plus long de ma vie. Derrière moi, Claire continuait de crier mon nom, sa voix devenant plus désespérée à chaque répétition. Mais ces syllabes, Daniel, ne signifiaient plus rien. C'étaient juste des sons résonnants sur le béton, s'évanouissant dans le néant. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un silence parfait, j'ai téléchargé la vidéo sur 3 services de cloud différents, puis je me suis assis dans mon allée, fixant la maison que nous avions construite ensemble. Les fondations étaient solides. Je m'en étais assuré quand nous l'avions achetée. Mais tout ce qui se trouvait au-dessus du sol était maintenant compromis. Une pourriture cachée derrière une peinture fraîche. Il était temps de tout raser. À 3 heures du matin, mon bureau à domicile ressemblait à une salle de guerre. Des relevés bancaires couvraient le bureau. Des emails imprimés pendaient à une corde à linge improvisée. Des documents juridiques étaient rangés dans des dossiers à code couleur. Cela faisait 6 heures que j'y étais, alimenté par du café noir et une rage froide. La carte de visite de Sarah Kellerman était posée contre mon écran. La meilleure avocate en divorce de l'État, m'avait dit mon contremaître en me la donnant. Elle s'est occupée du mien quand j'ai surpris Denise avec le voisin. Elle l'a plumé jusqu'au dernier sou. La consultation était prévue pour lundi matin, mais je n'allais pas attendre sans rien faire. La vidéo était déjà sauvegardée à 6 endroits différents, montée pour ne garder que les 30 secondes les plus accablantes. Rien de graphique. Je n'étais pas ce genre d'homme. Mais c'était suffisant.
Les alliances visibles, l'aveu de la tromperie, la cruauté désinvolte de leur rire à nos dépens. J'avais trouvé les coordonnées d'Eleanor Dalton via LinkedIn. Directrice marketing dans une société pharmaceutique, MBA de Cornell, mère de 2 enfants. Sa photo de profil montrait une femme soignée aux yeux fatigués. Elle méritait de savoir. L'email était simple. Madame Dalton, vous ne me connaissez pas, mais nos conjoints se connaissent très bien. Vous méritez la vérité. Je suis désolé que cela doive se passer de cette façon. Daniel Morrison, une pièce jointe. Envoyé. Ensuite, le conseil d'administration de Morrison Marketing. Leurs adresses e-mail étaient publiques, listées dans le rapport annuel de l'entreprise que Claire avait ramené à la maison le mois dernier. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle avait été si fière de la photo de cadre d'Eric dans ce rapport, soulignant à quel point il avait l'air professionnel. A. Conseil d'administration, Morrison Marketing Objet, violation de l'éthique, conduite d'un cadre supérieur. La vidéo ci-jointe documente une conduite inappropriée entre Eric Dalton, cadre supérieur, et une subordonnée directe. Cela représente une grave violation de l'éthique professionnelle et de la politique de l'entreprise concernant les relations sur le lieu de travail et les dynamiques de pouvoir. Je suis convaincu que vous traiterez cette affaire avec le sérieux qui s'impose. Envoyé. Les RH ont reçu le même email. Tout comme les 3 plus gros clients dont j'avais récupéré les coordonnées des PDG dans les brouillons de propositions que Claire avait laissés sur notre ordinateur portable partagé. Dans la construction, on appelle ça la répartition de la charge. Répartir le poids uniformément pour qu'aucun point ne cède. Je voulais qu'Eric sente la pression de tous les côtés. Mon téléphone a vibré. Eric appelait. Je l'ai laissé sonner, faisant une capture d'écran du journal d'appel. Une autre vibration, un texto. Il faut qu'on parle de ça comme des adultes. Puis un autre, tu ne comprends pas la situation. Et un autre, ça va détruire des innocents. J'ai fait des captures d'écran de tous. Preuve de sa culpabilité. Mon contremaître serait fier de la traçabilité. Claire ne rentrerait pas avant le matin. Elle avait envoyé un texto plus tôt, disant qu'elle restait chez sa mère. Elle avait besoin d'espace pour réfléchir. J'avais répondu avec un emoji pouce levé, la laissant croire qu'elle contrôlait encore la situation. Elle ne savait rien du serrurier qui venait à 8 heures, de l'entreprise de déménagement prévue pour 9 heures, ou du box de stockage que j'avais déjà loué à mon seul nom. À 4 heures du matin, j'avais tout catalogué. Les biens communs seraient partagés selon la loi de l'État, mais j'avais déjà transféré la moitié de nos économies sur un compte personnel, mon droit légal en tant qu'époux. La maison devrait être vendue, mais j'avais déjà trouvé un appartement temporaire près de mon chantier actuel. Les bijoux de Claire, les cadeaux que je lui avais offerts au fil des ans, sont allés dans une boîte marquée « Retour à l'expéditeur ». Le contrat de mariage que nous avions signé quand nous étions jeunes et stupides, pensant qu'il était romantique de se protéger, au cas où, allait enfin servir son but. La clause d'infidélité était en béton. Elle obtiendrait son compte de retraite, sa voiture et la moitié de la valeur nette de la maison. Rien de plus. Mon téléphone s'est allumé. Eleanor Dalton appelait. 4h47 du matin dans le New Jersey. Elle avait vu l'email. Est-ce que c'est vrai? Sa voix était contrôlée, professionnelle, mais je pouvais entendre les lignes de fracture. Oui, ai-je répondu. Depuis combien de temps, demanda-t-elle. 6 mois, peut-être plus. Je ne l'ai découvert qu'aujourd'hui. Silence. Il dort encore. Il pense que je ne suis pas au courant pour le téléphone prépayé dans sa voiture. Je suis désolé, dis-je. Ne le soyez pas, répondit-elle fermement. Vous m'avez rendu service. Une pause. J'ai déjà transféré votre email à mon avocat et à sa mère. L'appel s'est terminé. En moins d'1 heure, le profil Facebook d'Eric afficherait « C'est compliqué », puis disparaîtrait complètement. Eleanor travaillait vite. L'aube s'est levée alors que j'imprimais le dernier document. L'équipe de construction se demanderait pourquoi j'avais une mine affreuse, mais ils ne poseraient pas de questions. C'était la beauté de travailler avec des hommes qui avaient tous traversé leur propre divorce. Ils reconnaissaient les blessés de guerre. Mon téléphone a explosé de notifications vers 7 heures du matin. Claire appelant à plusieurs reprises, les textos passant de la confusion à la panique. Pourquoi y a-t-il une camionnette de serrurier dehors?
Daniel, qu'est-ce qui se passe? Les serrures de la maison ne marchent plus. Réponds à ton téléphone. Je suis arrivé sur le chantier, téléphone en silencieux. Mon contremaître, Big Mike, m'a jeté un regard et a versé du café dans mon thermos sans un mot. J'ai entendu dire qu'il y a du grabuge dans cette boîte de marketing, dit-il au bout d'une heure, d'un ton aussi désinvolte que s'il parlait de la météo. Quelqu'un a envoyé une vidéo à tout le conseil d'administration. Les PDG font des réunions d'urgence. Ah bon, dis-je, gardant les yeux sur les plans. Ouais, a continué Mike. Apparemment, un cadre couchait avec sa subordonnée. Tous les deux viraient avant midi, d'après ce que j'ai entendu. J'ai pris une gorgée de café. Dommage quand les gens ne savent pas rester professionnels. Mike m'a étudié un long moment, puis m'a frappé l'épaule. Si t'as besoin de quoi que ce soit, frérot, dit-il. Tu n'as qu'à le dire. Le ton des textos de Claire a changé dans l'après-midi. Eric a été viré. Ils m'ont viré aussi. C'est de la folie. Tu as tout gâché. On aurait pu arranger ça. S'il te plaît, Daniel, s'il te plaît, parle-moi. J'ai finalement répondu à 15 heures. Tes affaires sont dans le garage. Les papiers du divorce sont sur le comptoir de la cuisine. La clé de la maison est sous le paillasson. Ne me contacte que par l'intermédiaire de nos avocats. Sa réponse fut immédiate. Salaud. Tu as tout détruit. J'ai fixé le texto, puis j'ai tapé en retour, non, Claire. Ça, c'était toi. Puis j'ai bloqué son numéro. Le soir, le milieu des affaires de Charlotte était en ébullition. Eric Dalton, étoile montante, licencié pour faute professionnelle. Sa femme demandant le divorce, emmenant les enfants chez sa mère dans le Connecticut. Le scandale était contenu mais se propageait. Des chuchotements dans les country clubs et les salles de conférence. J'étais assis dans mon nouvel appartement, les cartons encore non déballés, mangeant un plat chinois à même la barquette. Les murs étaient nus, les meubles minimalistes, mais la structure était saine. Demain, je rencontrerai Sarah Kellerman, je signerai des papiers, j'entamerai la dissolution légale. Ce soir, j'avais reconstruit ma vie à partir de zéro, une décision méthodique à la fois. Mon téléphone a vibré, une notification LinkedIn. 3 PDG avaient consulté mon profil, essayant probablement de comprendre qui avait fait exploser la carrière d'Eric Dalton. J'ai souri sombrement et je suis retourné à mes plans. Certains hommes seraient simplement partis, auraient été la personne la plus mature, auraient laissé le karma s'en charger. Mais le karma est un luxe pour ceux qui n'ont pas passé 15 ans à apprendre que si vous ne contrôlez pas la démolition, tout vous tombe sur la tête. J'ai contrôlé cette démolition à la perfection. Claire se tenait sur le pas de la porte de mon appartement, son imperméable de marque Boutan sur le tapis du couloir. 2 semaines que j'avais déménagé, et elle avait perdu du poids, son visage anguleux d'une manière qui me rappelait l'époque où nous étions des étudiants fauchés survivants aux nouilles instantanées. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle timidement. Je me suis écarté sans un mot. Elle est entrée avec précaution, comme si l'espace pouvait être piégé. Ses yeux ont balayé les meubles clairsemés, l'unique assiette dans l'égouttoir, les plans de construction couvrant ma table basse. « Tu as vraiment tourné la page ?» observa-t-elle à voix basse. « Tu voulais parler ?» ai-je répondu. Musique, elle s'est assise sur mon canapé d'occasion, les mains jointes sur ses genoux. L'alliance avait disparu, une bande de peau pâle à sa place. Elle portait le parfum de notre premier rendez-vous. Vanille et jasmin, une odeur que j'avais autrefois aimée. Maintenant, ça sentait juste la manipulation. J'ai besoin que tu comprennes, commença-t-elle. Que ça ne signifiait rien. Je suis resté debout, les bras croisés. Que c'était une erreur. Que tu n'as jamais voulu me faire de mal? On commence par quel cliché? Son sang-froid s'est fissuré. Ce n'était pas censé arriver. Les liaisons n'arrivent pas comme ça, Claire, ai-je rétorqué. Tu as pris 1 millier de petites décisions. Chaque texto que tu lui as envoyé, chaque mensonge que tu m'as dit, chaque fois que tu as choisi de le retrouver au lieu de rentrer à la maison. Ça a commencé à Chicago, dit-elle d'une petite voix. Cette conférence en janvier. On avait bu trop de vin au dîner client. Tout le monde était parti. Il m'a dit que ma présentation était brillante, que j'étais sous-estimé, que tu n'appréciais pas ce que tu avais.
Alors tu as couché avec lui, ai-je déclaré sèchement. Elle a tressailli. Pas ce soir-là. On a juste parlé. Mais quelque chose a changé. Quand on est rentré, il a commencé à m'envoyer des messages. Des petites choses, des blagues sur les collègues, des articles qu'il pensait que j'aimerais. Ça faisait du bien d'avoir quelqu'un qui comprenait mon travail. Je comprenais ton travail, ai-je protesté. Tu le tolérais, a-t-elle répliqué. L'accusation flottait entre nous. C'est quand la dernière fois que tu m'as posé des questions sur mes projets, mes objectifs? Tu rentrais couvert de poussière et tu décrochais quand je parlais de positionnement stratégique ou d'analyse de marché. Et ça justifie ça, ai-je contesté. Je construisais notre avenir pendant que tu construisais des PowerPoints, et d'une manière ou d'une autre, ça a fait de moi le méchant. Non. Des larmes ont commencé à couler, mais elle ne les a pas essuyées. Je n'essaie pas de le justifier. J'essaie d'expliquer. Avec Eric, je me sentais vue, importante, comme si j'étais plus que la femme de quelqu'un. Tu n'as jamais été juste la femme de quelqu'un, ai-je dit fermement. Tu étais ma partenaire, ma meilleure amie, la personne en qui j'avais le plus confiance au monde. Je sais, murmura-t-elle, sa voix se brisant complètement. Mon Dieu, Daniel, je sais. Et j'ai tout gâché pourquoi? Il ne répond même plus à mes appels maintenant. Son avocat a envoyé une mise en demeure. Apparemment, je suis un handicap pour sa procédure de divorce. Je n'ai pas pu retenir un rire amer. Tu pensais qu'il te choisirait? Je pensais, elle s'est arrêtée, à secouer la tête. Peu importe ce que je pensais. J'ai tout perdu. Mon travail, ma réputation, mon mari. Ils m'ont fait sortir de chez Morrison avec un agent de sécurité. 12 ans à construire ma carrière, parti en 12 minutes. Tu trouveras un autre travail, ai-je dit. Non, je n'en trouverai pas. Elle a sorti son téléphone, m'a montré un email. Ça a été envoyé à toutes les grandes entreprises de la ville. Eric finira par retomber sur ses pieds. Il a des relations, des amis de golf qui lui donneront une autre chance. Mais moi? Je suis la subordonnée qui a couché avec son patron. Je suis toxique. Le silence s'est étiré. Une partie de moi voulait ressentir de la sympathie, mais tout ce que j'ai trouvé, c'était une satisfaction creuse. Tu savais qu'Eleanor à tout prix, a poursuivi Claire. La maison, les investissements, la garde exclusive. Elle a fait appel à un expert comptable judiciaire pour éplucher leurs finances. Il s'avère qu'Eric avait des antécédents. Je n'étais pas sa première romance de bureau, juste la plus récente. Tu me racontes ça? Pourquoi, ai-je demandé. Parce que j'ai besoin que tu saches que je n'étais pas spéciale, a-t-elle répondu amèrement. Je n'étais pas son âme sœur ou l'amour de sa vie. J'étais juste pratique, disponible, assez stupide pour le croire. Elle s'est levée, m'a fait face directement. Et je dois te demander quelque chose. J'ai attendu. Comment peux-tu être si cruel, a-t-elle exigé. La vidéo, les emails, faire en sorte que tout le monde sache. Tu ne voulais pas seulement divorcer. Tu voulais me détruire. Je voulais des conséquences, ai-je répondu d'un ton égal. Ça va au-delà des conséquences, a-t-elle accusé. C'est la politique de la terre brûlée. Je me suis approché, assez près pour voir le mascara qu'elle avait mis, waterproof pour cette conversation. Tu veux parler de cruauté? La cruauté, c'est me laisser t'embrasser chaque matin en sachant que tu allais le rejoindre. La cruauté, c'est t'asseoir en face de moi au dîner, lui envoyer des textos pendant que je te parlais de ma journée. La cruauté, c'est rentrer à la maison en sentant le savon d'hôtel et grimper dans notre lit comme si de rien n'était. Je n'ai jamais voulu, a-t-elle commencé. La cruauté, ai-je continué, la voix aussi stable que du béton coulé, c'est de rire avec lui de la façon dont j'ai cru que Sandra avait besoin d'une baby-sitter, comme si j'étais une sorte de blague pathétique, un imbécile naïf et confiant qui méritait d'être trompé. Elle s'est effondrée alors, sanglotant dans ses mains. Je suis désolé, Daniel. Je suis si terriblement désolé. Je sais que tu le hais, ai-je répondu. Maintenant. Après avoir tout perdu. Mais tu n'étais pas désolé quand tu l'avais. Tu n'étais pas désolé quand tu pensais t'en tirer. Qu'est-ce que tu veux que je dise, a-t-elle pleuré. Que je suis une personne horrible? D'accord, je suis horrible.
J'ai détruit notre mariage pour rien. J'ai blessé la seule personne qui m'ait vraiment aimé. C'est ça que tu as besoin d'entendre? Je n'ai besoin de rien entendre de ta part, ai-je déclaré. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée. Les papiers du divorce, je les ai signés sans contestation. Tu peux les déposer quand tu seras prêt. Lundi, ai-je confirmé. Elle a hoché la tête, a ouvert la porte, puis s'est retournée une dernière fois. Cette vidéo, tu l'as toujours? Non, ai-je menti. Elle était archivée, cryptée, enterrée si profondément que même moi, j'aurais du mal à la retrouver. Une assurance pour un avenir qui, je l'espérais, ne viendrait jamais. Je t'ai vraiment aimé, dit-elle doucement. J'ai juste oublié pendant un moment. Non, Claire, ai-je corrigé. Tu t'es juste fait prendre. J'ai fermé la porte sur elle, j'ai écouté ses talons claquer dans le couloir, chaque pas l'éloignant un peu plus de la vie que nous avions construite. Par ma fenêtre, je l'ai regardée monter dans sa Lexus, la seule chose qu'elle avait gardée dans le divorce. Elle est restée assise là pendant 5 minutes avant de partir. Mon téléphone a vibré. Big Mike et l'équipe se dirigeaient vers le bar Murphy S. Première tournée pour nous, disait le texto. J'ai attrapé ma veste, fermé l'appartement à clé, me suis dirigé vers mon camion. Les gars boiraient à ma liberté sans poser de questions. Offriraient leur solidarité sans exiger d'explications. Demain, nous construirions quelque chose de nouveau, de solide, quelque chose qui durerait. Les fondations étaient déjà posées. Tout le reste pouvait être reconstruit à partir de zéro. 6 mois plus tard, je me tenais sur le toit du complexe commercial Riverside, regardant le lever du soleil peindre la ville en or. Mon équipe avait terminé ce projet avec 2 semaines d'avance, en dessous du budget, avec 0 incident de sécurité. Le bonus rendrait tout le monde heureux pour les fêtes. Mon téléphone a vibré. Jessica. Café toujours d'actualité pour 9 heures. Je veux tout savoir sur la proposition de Chicago. J'ai souri, j'ai répondu par texto. Chez toi ou chez moi? Chez toi. Meilleure vue, fut sa réponse rapide. Jessica Hang, ingénieure en structure, divorcée, 2 enfants, aucune tolérance pour les conneries. Nous nous étions rencontrés sur ce projet, avions découvert que nous partagions le même humour noir sur les mariages ratés, avions commencé par des cafés, puis des dîners, et maintenant, quoi que cela devienne. Elle connaissait mon histoire. Je lui avais raconté lors de notre 3e rendez-vous, voulant une transparence totale. Elle avait écouté, hoché la tête, et dit, bien. Je ne sors pas avec les paillassons. La ville en bas se réveillait. La circulation commençait son balai quotidien. Quelque part là-dessous, Claire se préparait probablement pour une autre journée au grand magasin où elle avait trouvé du travail. Sa mère me l'avait mentionné quand je l'avais croisée à l'épicerie, la voix prudente et triste. Elle va mieux, avait-elle dit, comme si j'avais demandé. Elle prend les choses un jour à la fois. Eric Dalton avait atterri à Seattle, d'après LinkedIn. Responsable du développement commercial dans une start-up, gagnant probablement la moitié de son salaire précédent. Son profil le montrait célibataire. Aucune mention de la famille qu'il avait démolie pour des rencontres l'après-midi dans un parking. Eleanor avait repris son nom de jeune fille, son propre profil affichant une promotion au poste de vice-présidente dans une société pharmaceutique concurrente. Le succès, apparemment, était la meilleure des vengeances. La vidéo vivait dans un dossier crypté que je n'avais pas ouvert depuis la finalisation du divorce. Parfois, j'oubliais son existence. D'autres fois, généralement à 3 heures du matin quand le sommeil ne venait pas, je me souvenais du poids de cette caméra dans ma main, documentant l'effondrement de tout ce que j'avais cru solide. Tu descends ou tu comptes t'envoler? La voix de Big Mike montait de la cage d'escalier. 2 minutes, ai-je crié en retour. Le soleil du matin était chaud sur mon visage, l'air vif de l'arrivée d'octobre. En bas, mon camion était garé sur le parking, la boîte à outils bien arrimée à l'arrière, prêt pour le prochain projet. Nous avions 3 autres bâtiments en vue, assez de travail pour occuper l'équipe jusqu'au printemps. J'ai pensé à l'homme qui était assis dans ce camion 6 mois plus tôt, regardant sa femme marcher vers la voiture d'un autre homme. Il avait agi par pur instinct. La destruction comme seul plan. L'homme debout sur ce toit avait appris à construire à nouveau, mais différemment. Des fondations plus solides, de meilleurs matériaux,
aucune confiance aveugle dans l'intégrité structurelle sans inspection régulière. Certains diraient que je suis allé trop loin, dis-je au toit vide. Les mots semblaient répétés parce qu'ils l'étaient. Je m'entraînais à ce discours depuis des mois, attendant que quelqu'un me le demande. Mais personne ne l'a fait. Les hommes avec qui je travaillais comprenaient que parfois, la démolition était la seule réponse. Les avocats avaient vu pire. Jessica a juste dit, on dirait qu'il l'avait bien cherché. Mon téléphone a de nouveau vibré, un numéro inconnu avec un indicatif local. J'ai failli ne pas répondre. Puis la curiosité l'a emporté. Daniel ? C'est Eleanor Dalton, dit la voix familière. Eleanor ? Je me suis éloigné du bord du toit, soudainement alerte. Tout va bien ? Oui, en fait, répondit-elle. Je voulais vous remercier. Je sais que ça semble étrange après tout ce temps, mais j'ai suivi une thérapie et mon thérapeute m'a suggéré de vous contacter. Aucun remerciement n'est nécessaire, dis-je. Si, pourtant, a-t-elle insisté. Vous auriez pu simplement divorcer d'elle discrètement. Me laisser dans l'ignorance. La plupart des hommes l'auraient fait. Je ne suis pas comme la plupart des hommes, ai-je répondu. Non, a-t-elle convenu. Vous ne l'êtes pas. Comment allez-vous, vraiment ? J'ai envisagé de mentir, de donner le « bien » automatique qui met fin aux conversations. Mais elle avait mérité l'honnêteté. Mieux. Différent, mais mieux. Vous vous épanouissez, en fait, dit-elle chaleureusement. Les enfants s'adaptent. Nous avons déménagé plus près de mes parents. J'ai eu une promotion. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un qui rentre vraiment à la maison quand il dit qu'il le fera. C'est super pour vous, dis-je sincèrement. Daniel, je peux vous demander quelque chose ? Allez-y. Le regrettez-vous ? Demanda-t-elle avec précaution. La façon dont vous avez tout géré. J'ai regardé le faucon tournoyer au-dessus du chantier, montant de plus en plus haut sur les courants thermiques. Je regrette qu'il ait fallu le gérer tout court. Ce n'est pas une réponse, a-t-elle souligné. C'est la seule que j'ai, ai-je répliqué. Elle est restée silencieuse un instant. C'est juste. Prenez soin de vous, Daniel. Vous aussi, Eleanor. L'appel s'est terminé. J'ai immédiatement supprimé le numéro. Ce chapitre était officiellement clos. En bas, sur le parking, la Prius de Jessica s'est garée à côté de mon camion. Elle est sortie, portant 2 tasses de café, son casque de sécurité déjà sur la tête, ses bottes à embout d'acier assorties à son tailleur. Elle m'a surpris en train de la regarder et a levé une tasse en guise de salut. Voilà à quoi ressemblait la reconstruction. Non pas essayer de reconstruire ce qui avait été démoli, mais créer quelque chose d'entièrement nouveau sur un terrain déblayé. Chaque poutre placée avec intention. Chaque jointure renforcée, chaque connexion testée avant de supporter du poids. J'ai descendu les escaliers, mes bottes de travail résonnant dans la cage d'escalier vide. Au rez-de-chaussée, Jessica m'a tendu un café, noir, sans sucre, assez fort pour décaper de la peinture. Tu as l'air pensif, a-t-elle observé. Je profitais juste de la vue, ai-je répondu. Du toit, dit-elle en haussant un sourcil. Ou d'après la démolition. J'ai souri. Un sourire vrai et sans défense. Les deux. Nous avons marché vers le prochain chantier, les plans sous mon bras, sa tablette affichant déjà les spécifications. Derrière nous, le complexe Riverside se dressait, solide contre le ciel du matin, preuve qu'on pouvait construire quelque chose de valable à partir des décombres. Les fondations étaient tout. Si on les réussissait, le reste tiendrait. Certains diraient que je suis allé trop loin. Que le pardon était la voie la plus noble. Que j'aurais dû simplement tourner la page. Mais voici ce que j'ai appris, en posant des fondations pendant 15 ans. On ne peut rien construire de solide sur un sol instable. Parfois, il faut tout démolir et recommencer. Parfois, la politique de la terre brûlée est le seul moyen de s'assurer que rien de toxique ne repousse. J'ai fait mon choix. Je vis avec. Et les matins comme celui-ci, avec un travail honnête devant moi et aucun mensonge qui m'attend à la maison, je sais que c'était le bon. Le passé était en ruine. Le futur était un plan.